Le 14 juin 2020, les longues houles hivernales frappaient la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud, avec cette puissance régulière venue des profondeurs, si caractéristique de la saison froide. Au large de Gansbaï, l'eau était glaciale, d'un gris verdâtre. Le ciel, bas et couvert, ressemblait à celui que l'on rencontre souvent sur cette portion du littoral. Ces conditions n'avaient rien d'exceptionnel dans une région qui abrite l'une des plus fortes concentrations recensées de grands requins blancs au monde. Et c'était précisément pour cela qu'Ethan Parker avait choisi cet endroit. Ethan avait 52 ans. Il venait de vendre son entreprise de logiciels pour une somme qui l'avait fait entrer dans une catégorie de richesse où les expériences ordinaires ne semblaient plus mériter ce nom. Il recherchait désormais des rencontres privées, coûteuses, conçues sur mesure pour lui offrir ce que les moyens habituels ne permettaient pas d'obtenir. Il possédait un yacht privé d'environ 15 mètres, estimé à 6 millions de dollars. Au fil du temps, il avait aussi pris l'habitude d'organiser des voyages dans lesquels l'argent servait à faire disparaître les limites imposées à tout le monde. Pour marquer la première grande sortie de son yacht, Ethan avait donc réservé une expédition privée destinée à attirer des requins. Le dispositif reposait sur un appâtage massif et prolongé. Du sang, de l'huile de poisson et différents morceaux d'appât étaient continuellement dispersés dans l'eau afin de faire venir les prédateurs, puis de les maintenir autour du bateau. Une plateforme de photographie sous-marine avait également été fixée à la poupe, sous la ligne de flottaison. Une équipe de photographes animaliers avait été engagée spécialement pour l'occasion. Après plusieurs heures, plusieurs grands requins blancs tournaient autour du yacht. Les invités circulaient sur les ponts, appareils en main, et photographiaient les animaux à des distances qu'aucune sortie commerciale normale n'aurait autorisées. Lorsqu'un appâtage se prolonge dans une zone déjà connue pour sa population de grands requins blancs, les animaux ne se contentent pas d'arriver avant de repartir. Ils restent. Chaque heure supplémentaire renforce le phénomène. La traînée odorante devient plus dense, s'étend avec les courants et attire des requins toujours plus éloignés. Dans le même temps, ceux qui sont déjà présents n'ont aucune raison de se disperser. Lorsque l'après-midi fut bien avancé, l'eau entourant directement le bateau était saturée. Ce n'est pas une façon dramatique de présenter la scène, c'est simplement le résultat logique de plusieurs heures d'appâtage continu. Au cours de la séance, un requin particulièrement imposant, dont la longueur fut estimée à plus de 4,50 m, effectua plusieurs passages près des lignes d'appât. Puis il heurta la plateforme immergée avec une force suffisante pour arracher partiellement ses fixations de la coque. Le choc, à lui seul, n'aurait pas nécessairement provoqué une catastrophe, mais il révéla un problème bien plus grave. La partie du bordé dans laquelle le dispositif avait été boulonné était fragilisée par plusieurs années de corrosion saline. Des inspections ordinaires avaient déjà signalé cette faiblesse. Pourtant, aucune réparation n'avait été effectuée avant le départ. Lorsque le support céda, il ouvrit cette zone compromise à la pression de l'eau. Au début, la filtration resta lente. Elle se limita aux compartiments inférieurs et demeura invisible depuis le pont. Quand l'équipage finit par localiser l'origine de la voie d'eau, le débit avait déjà augmenté. Les pompes de cale du yacht ne suffisaient plus, à elles seules, à évacuer l'eau qui entrait. Les membres de l'équipage recommandèrent d'interrompre immédiatement la séance et de traiter le problème sans attendre. Ethan refusa. À ses yeux, l'expérience n'avait pas encore produit ce pourquoi il avait payé. Cette considération pesa davantage que l'avis des personnes qui connaissaient mieux que lui le bateau, la mer et les risques présents. Je suis resté longtemps sur ce détail. Un homme qui avait construit sa carrière en évaluant les risques sur les marchés se montrait incapable de reconnaître le danger sur un yacht qui prenait réellement l'eau. À partir du moment où l'argent devient le principal critère d'une décision de sécurité en mer, le navire est déjà en difficulté. Il ne l'a simplement pas encore montré de manière irréversible. Le grand requin blanc est le plus grand poisson prédateur de la planète. Les adultes mesurent généralement entre 3,50 m et 6 mètres, et certains dépassent 1800 kg.
Ce ne sont pas uniquement des prédateurs qui attendent immobiles pour tendre une embuscade. Ce sont des chasseurs actifs, souvent orientés vers la surface, qui utilisent leur vitesse et leur masse pour frapper près de la ligne d'eau. Les requins présents lors de l'évacuation n'étaient donc pas là par hasard. Tout ce qui avait été mis en place au cours de la journée leur indiquait qu'ils devaient rester. Au fil de l'après-midi, puis à l'approche du soir, l'eau continua d'envahir les compartiments inférieurs. Ce qui avait d'abord ressemblé à un problème structurel encore maîtrisable devint une inondation qui progressait plus vite que l'équipage ne pouvait la contenir. Les installations électriques commencèrent à tomber en panne. Le capitaine ordonna finalement l'évacuation. Des radeaux de survie furent mis à l'eau depuis la poupe. Les passagers durent alors descendre dans cette même mer où plusieurs heures d'appâtage avaient créé une signature chimique dense et persistante dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres autour du yacht. Ce qui se produisit ensuite ne fut pas une attaque unique. Ce fut une succession d'événements, étalés dans le temps et dans l'espace, tandis que les radeaux dérivaient et que le groupe se disloquait au milieu des vagues nocturnes poussées par le vent. Un passager se retrouva séparé du radeau le plus proche. L'écart augmentait plus vite qu'il ne pouvait le réduire en nageant. Un requin le frappa par-dessous, selon l'approche de chasse caractéristique de l'espèce. Une accélération rapide vers la surface, tout le poids du corps projeté derrière l'impact. Il ne survécut pas au premier contact. 2 autres personnes tentèrent d'atteindre un radeau qui avait dérivé juste au-delà de la portée de leurs bras. Elles furent attaquées pendant cet effort. L'une perdit une quantité considérable de tissu au niveau de la partie inférieure de la jambe. L'autre fut brièvement entraînée sous l'eau avant de remonter à la surface. Dans une mer froide, en pleine nuit, sans assistance médicale d'urgence à proximité, ces blessures ne pouvaient être surmontées sans une intervention immédiate. Or, cette intervention était impossible. Les survivants restants n'avaient plus d'éclairage ni d'équipement de communication fonctionnel. À mesure que les vagues les éloignaient les uns des autres, ils perdaient toute capacité à rester regroupés. Puis les conditions empirèrent. L'hypothermie, les pertes de sang et la présence persistante des requins attirés par l'opération de la journée achevèrent ce que le naufrage avait commencé. Lorsqu'un navire de secours atteignit enfin la zone, les 5 personnes qui se trouvaient à bord du yacht étaient mortes. Les enquêteurs examinèrent ensuite toute la chaîne des faits. Ils relevèrent que l'appâtage intensif, la corrosion révélée par le choc contre la plateforme, puis l'évacuation dans une eau où les requins avaient été volontairement concentrés, constituaient une suite d'événements dont chaque élément avait aggravé le suivant. Le refus opposé à la recommandation de l'équipage fut identifié comme le moment où cette chaîne était devenue extrêmement difficile à interrompre. Il faut le dire sans détour, chaque mort survenue cette nuit-là découlait d'une décision prise par un seul homme pendant les 20 secondes qu'il lui avait fallu pour répondre non. Le 22 septembre 2015, la saison sèche s'était installée depuis longtemps en Botswana. Le sol semblait durci jusqu'au cœur par le manque d'eau. La faune se concentrait autour des dernières sources disponibles, donnant au paysage une impression étrange, celle d'une abondance animale enfermée dans un territoire devenu soudain trop étroit. L'herbe était pâle, couchée et presque plate. L'air restait chaud, parfaitement immobile, comme il peut l'être dans une savane ouverte où rien ne vient interrompre sa course. Laura Mitchell avait 48 ans. Elle avait fait carrière dans l'immobilier commercial de luxe, développant des propriétés à une échelle et à un niveau de prix qui l'avait habituée à voir ses préférences satisfaites. Elle avait réservé un safari privé auprès d'une petite entreprise indépendante. Ce type d'organisation s'adresse aux clients prêts à payer davantage pour accéder à des conditions que les excursions en groupe ne proposent pas. Laura était venue observer les animaux, mais elle voulait surtout obtenir des photographies à la hauteur de l'accès exclusif qu'elle estimait avoir acheté. Durant les premiers jours, le groupe avait assisté à des scènes que la plupart des visiteurs auraient jugées exceptionnelles. Des éléphants étaient apparus au loin, baignés dans la lumière de fin d'après-midi. Le paysage lui-même semblait s'organiser pour composer des images remarquables. Laura ne les considérait pas comme telles. Pour elle, ces observations étaient ordinaires. Je ne pense pas qu'elle ait été naturellement imprudente. Je crois plutôt qu'elle avait passé tant d'années dans des environnements où le mécontentement suffisait à faire bouger les choses
qu'elle ne distinguait plus vraiment une salle de réunion d'une plaine inondable. C'est précisément cet écart qui rend cette histoire si difficile à analyser après coup. Le matin du 22 septembre, les guides repérèrent un troupeau reproducteur. Il s'agissait d'un groupe matriarcal composé de femelles adultes, de jeunes éléphants qui n'avaient pas encore atteint leur pleine maturité et de plusieurs petits. Une telle rencontre compte parmi les scènes les plus impressionnantes qu'un safari terrestre puisse offrir. Elle compte aussi parmi les plus clairement dangereuses. Les guides l'expliquèrent avant même que le véhicule ne s'immobilise. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands animaux terrestres de la planète. Les femelles adultes appartenant à un troupeau reproducteur pèsent généralement entre 2700 et 3600 kg. Elles atteignent environ 2,40 m à 2,70 m au garrot. Lorsqu'un petit semble menacé, elles ne restent pas passives. Un troupeau accompagné de jeunes constitue, selon les comportements propres à l'espèce, une unité défensive. Du point de vue des éléphants, s'approcher suffisamment pour photographier les petits de très près revient déjà à franchir une limite. Les guides arrêtèrent le véhicule à une distance permettant l'observation sans provoquer de réaction. Laura jugea cette distance insuffisante pour les images qu'elle voulait obtenir. Elle demanda que le véhicule avance. Les guides refusèrent. Elle accompagna alors sa demande d'une proposition financière supplémentaire. L'un des guides accepta. Il est impossible de poursuivre ce récit sans s'arrêter sur cet instant. Les guides expérimentés sont précisément là pour empêcher ce genre d'issue. Dès que l'argent d'un client prend le dessus sur le jugement professionnel d'un guide, celui-ci cesse de remplir sa véritable fonction. Tout ce qui suit devient une conséquence. Le véhicule s'approcha. Le troupeau, jusque-là calme et stable, commença à manifester des signes que les guides connaissaient parfaitement. Les oreilles se déployèrent. Les animaux déplacèrent leur poids. Un grondement sourd se fit entendre, portant plus loin que sa faible intensité ne le laissait penser. Les guides tentèrent alors de reculer. C'est à cet instant que Laura sortit du véhicule afin d'améliorer l'angle de sa prise de vue. Une grande femelle se plaça entre elle et le petit le plus proche, puis chargea depuis une distance d'environ 12 mètres. À pleine vitesse, un éléphant franchit cette distance en moins de 3 secondes. Il n'existe alors aucune fenêtre réelle pour changer de position. Il n'y a pas davantage de possibilité crédible de placer un obstacle entre soi et un animal d'une telle masse, lancé avec une détermination totale. La femelle percuta directement Laura. Tout le poids de l'animal, porté par son élan, se concentra dans une seule collision. L'impact fut immédiatement mortel. Aucune intervention d'urgence ne peut modifier une issue qui se décide dans le temps nécessaire aux témoins pour comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Après l'incident, les enquêteurs conclurent que la cause directe de la mort était la décision de s'approcher au-delà des limites de sécurité établies. Cette décision avait elle-même été rendue possible par la transaction financière qui l'avait précédée. Une femme était morte en terrain découvert en plein jour devant plusieurs témoins. Le 11 mars 2021, le territoire du Nord, en Australie, arrivait au terme de sa saison humide. L'air était chaud, lourd d'humidité. Les rivières restaient hautes et les plaines inondables retenaient encore une eau qui ne disparaîtrait qu'avec l'arrivée des mois secs. En mars, le paysage de cette région devient dense et luxuriant. Cette végétation peut sembler rassurante. Elle ne l'est pas. Andrew Collins avait 56 ans. Banquier d'affaires, il organisait sa vie personnelle selon les mêmes principes que sa carrière professionnelle. La compétition occupait le centre de tout. L'argent servait à rendre cette compétition suffisamment importante pour que personne ne puisse l'ignorer. Il avait loué un pavillon de pêche situé sur une portion privée d'une rivière. C'était une petite structure indépendante, offrant à ses clients l'accès à des eaux riches en poissons et un niveau d'isolement que les établissements commerciaux plus importants ne pouvaient pas proposer. Andrew avait invité plusieurs associés professionnels. Avant même que la première ligne ne touche l'eau, il annonça qu'une récompense en argent serait remise à celui qui capturerait le plus gros poisson du séjour. Dès que l'on associe une récompense financière significative à une activité en pleine nature, au cœur d'un territoire fréquenté par les crocodiles marins, l'essentiel des conditions nécessaires à une décision catastrophique est déjà en place.
La récompense ne tue personne directement. Ce qu'elle fait, en revanche, c'est démanteler progressivement le jugement qui devrait normalement servir de frein. J'ai beaucoup réfléchi à ce cas précis, car la compétition n'avait pas rendu Andrew imprudent de manière spectaculaire. Elle avait simplement transformé la prudence en signe de défaite. Et cela est bien plus discret, donc bien plus dangereux. Tout au long du séjour, la pêche devint aussi compétitive que peut le devenir n'importe quelle activité lorsque de l'argent dépend du résultat. Dans la soirée du 11 mars, Andrew sentit un poisson mordre. Il estima qu'il pouvait s'agir de la plus grosse prise du séjour. La zone de mise à l'eau se trouvait derrière lui. Elle était surélevée, dégagée et structurellement plus sûre que les berges voisines. Devant lui s'étendait une portion de rive basse, boueuse, qui avançait davantage vers le fleuve. Cet endroit lui offrirait un meilleur angle pour ramener son poisson. Andrew s'y engagea. Le crocodile marin est le plus grand reptile du monde. Dans le territoire du Nord, les grands mâles adultes atteignent couramment entre 4,30 m et 5,20 m. Leur poids peut dépasser 450 kg. Ce sont des prédateurs d'embuscade. Leur méthode de chasse repose sur la dissimulation, la patience et une accélération explosive sur une très courte distance. Ils ne signalent pas leur présence avant d'attaquer. Ils n'attendent pas au milieu d'une eau dégagée, là où on pourrait les distinguer de loin. Ils se placent près de la ligne de rive, partiellement immergés, dans le type exact d'environnement où Andrew venait de s'aventurer. Une berge basse et meuble, dont la frontière avec l'eau était difficile à distinguer. La visibilité sous la surface y était presque nulle. Un crocodile pouvait y passer de l'immobilité au contact en une fraction de seconde. L'attaque ne fut précédée d'aucun bruit. Personne n'aperçut l'animal avant qu'il ne surgisse. Le crocodile jaillit du bord de l'eau. Dans la dernière phase de l'embuscade, tout son corps accéléra vers l'avant et vers le haut. Ses mâchoires se refermèrent sur le bas du corps d'Andrew. Chez les grands spécimens, la pression exercée par une telle morsure peut dépasser environ 11 mégapascales. Avant que quiconque puisse intervenir, l'animal avait déjà commencé sa rotation axiale. C'est ce mouvement de tout le corps, souvent appelé roulade mortelle, que les crocodiles marins utilisent pour déséquilibrer leur proie et les entraîner sous l'eau. La force de rotation suffit à arracher une personne à ses appuis et à la faire basculer dans le fleuve en un seul mouvement. Une fois dans l'eau, Andrew ne pouvait plus prendre appui sur le sol. Il n'avait aucun levier, aucun moyen de desserrer l'étreinte. Le crocodile gagna les profondeurs en le maintenant entre ses mâchoires. Le lendemain matin, les équipes de recherche trouvèrent des traces de l'attaque. Les enquêteurs conclurent que la compétition organisée par Andrew avait produit exactement les conditions qu'elle était destinée à créer. Elle avait progressivement élevé la tolérance au risque, au nom de la recherche d'un résultat important, jusqu'à faire apparaître un résultat que personne n'avait anticipé. Le 5 août 2014, le haut arctique du Nunavut traversait la brève période lumineuse de son été. Une clarté presque permanente pesait sur une toundra découverte dont le sol restait meuble. La banquise avait reculé et continuait de se déplacer sur ses marges. En août, le paysage de cette région donne une impression d'ouverture absolue. Il n'y a ni arbres, ni construction verticale, ni relief suffisant pour interrompre l'horizon. Le sol et le ciel semblent s'étendre sans obstacle. Tout paraît visible. Cette impression fait partie du danger. Thomas Campbell avait 61 ans. Cadre dans le transport maritime, il avait déjà organisé plusieurs expéditions arctiques dans le but précis d'obtenir des photographies animalières capables de restituer l'isolement et la dureté de cet environnement. Pour ce voyage, il avait affrété un petit navire d'expédition privé exploité par une entreprise indépendante. Il avait également emmené une équipe de photographes professionnels. Après plusieurs jours sans rencontrer l'ours polaire qu'il était venu chercher, sa patience s'était considérablement réduite. Thomas avait commencé à affirmer que les guides étaient trop prudents. Cette idée mérite que l'on s'y arrête, car elle revient assez souvent dans ce genre de situation pour former un véritable schéma. L'évaluation professionnelle du risque dans un environnement dangereux n'est pas une forme de timidité. Elle correspond à l'application concrète d'informations que le client, debout à côté du guide, ne possède pas. Et pour être honnête, lorsqu'une personne qualifie un guide arctique d'excessivement prudent,
J'entends surtout quelqu'un qui n'a jamais eu à répondre des conséquences d'une erreur. Le 5 août, un ours polaire fut aperçu au loin. Le groupe se déplaça jusqu'à une position permettant de le photographier. Thomas estima que l'angle dont il avait besoin n'était pas accessible depuis l'endroit où se trouvaient les autres. Il commença donc à s'éloigner du groupe. Les guides lui ordonnèrent clairement de ne pas le faire. Il poursuivit malgré tout. L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre de la planète. Les mâles adultes pèsent généralement entre 350 et 680 kg. Du museau à l'extrémité du corps, leur longueur peut dépasser 2,40 m. Ce sont les prédateurs dominants d'un environnement dans lequel ils n'ont aucun ennemi naturel. Leur évolution ne les a pas conduits à développer face aux humains une peur instinctive ou un comportement systématique d'évitement. Ils chassent en localisant une proie, en s'en approchant, puis en la maîtrisant par la force. Leurs cibles principales sont les phoques. Pour les atteindre, ils exploitent le terrain, la patience et une approche qui devient totale dès qu'elle entre dans sa phase finale. Dans les espaces ouverts de l'Arctique, les ours polaires se déplacent avec une rapidité et une détermination que les observateurs éloignés sous-estiment régulièrement. Ils semblent lents. Ils ne le sont pas. L'ours que Thomas photographiait passa derrière une succession de crêtes de pression et de formations de glace. Ces reliefs interrompirent la ligne de vue entre Thomas, l'animal, et le reste du groupe. Thomas en conclut que l'ours s'était éloigné. Ce n'était pas le cas. Le terrain dissimulait naturellement ses déplacements pendant qu'il poursuivait son approche. Lorsque l'animal réapparut dans le champ de vision de Thomas, il n'était plus du tout à la distance que le photographe avait imaginé. À une portée aussi courte, l'attaque se déroula trop vite pour permettre une réaction utile. L'ours franchit les derniers mètres avec l'engagement complet que l'espèce manifeste dans la phase terminale d'une approche. Son corps était bas, sa trajectoire rapide et directe. Il percuta Thomas avec une force suffisante pour le projeter immédiatement au sol. Le premier impact, à lui seul, produit par un animal d'un tel poids lancé à cette vitesse, pouvait déjà infliger de graves traumatismes avant même la suite de l'attaque. Les guides étaient armés. Ils changèrent rapidement de position et ouvrirent le feu pour intervenir. Mais Thomas avait volontairement créé une distance entre lui et le groupe afin d'améliorer l'angle de ses photographies. Cette même distance coûta les secondes qui auraient pu compter. Thomas subit des blessures mortelles. L'enquête conclut que sa décision de se séparer du groupe, malgré les instructions professionnelles explicites, avait supprimé la marge de sécurité que la surveillance des guides était précisément destinée à fournir. Le 18 janvier 2016, les hautes terres d'Afrique du Sud étaient plongées dans la chaleur humide de l'été. Les pluies saisonnières avaient fait pousser les herbes, désormais longues et épaisses. Dans l'après-midi, la lumière prenait cette teinte ambrée et dorée qui donne aux photographies animalières de la région une apparence presque parfaite, comme si leur réussite ne demandait aucun effort. Objectivement, les conditions semblaient favorables, mais elles ne garantissaient rien contre la suite d'événements qui étaient déjà en train de se construire. Claire Botta avait 39 ans. Elle avait développé une présence médiatique personnelle autour des voyages, des destinations et des rencontres fondées sur l'exclusivité et la proximité. Elle avait engagé une équipe de tournage indépendante et obtenu un accès privé à des terres grâce à une entreprise locale de guides. Son objectif était de produire des images qu'elle jugeait indispensables pour répondre aux attentes de son public. Après plusieurs jours de résultats qu'elle considérait comme insuffisants, sa définition de ce qui était nécessaire avait commencé à changer. Dans l'après-midi du 18 janvier, les guides repérèrent une troupe de lions autour d'une proie récemment tuée. Le comportement des lions à proximité d'une carcasse ne constitue pas une variable imprévisible. Il s'agit de l'un des états comportementaux les mieux documentés et les plus constamment dangereux de l'espèce. Un lion qui se nourrit près d'une proie tuée entre dans un mode défensif renforcé. Sa priorité devient la conservation de la nourriture. Cette priorité l'emporte sur la familiarité avec les humains. Elle l'emporte sur l'habituation. Elle annule même la tolérance que des animaux partiellement habitués à la présence humaine peuvent parfois montrer sur des terrains privés. La carcasse devient le territoire. Tout être qui pénètre dans cet espace est traité comme un concurrent.
Le lion d'Afrique est le deuxième plus grand félin du monde. Les femelles adultes, qui assurent généralement l'essentiel de la chasse et figurent parmi les membres les plus défensifs autour d'une proie, pèsent entre 120 et 180 kg. Sur une courte distance, elles peuvent atteindre environ 80 km/h. Avant que le groupe ne bouge, les guides expliquèrent clairement le danger que représentait une approche de lion en train de se nourrir. Claire répondit qu'une telle occasion ne pouvait pas être laissée passer. Elle accompagna sa demande d'un paiement supplémentaire. Le groupe s'avança au-delà de la position choisie initialement par les guides. Il est difficile de ne rien ressentir en lisant les détails de cette histoire. Non parce que l'issue paraît surprenante, mais parce que le danger avait été décrit à Claire presque exactement tel qu'il allait se produire. Cela n'avait pourtant pas suffi à modifier son calcul. Pendant le déplacement des caméras, Claire fit quelques pas sur le côté. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Elle ne se dirigeait pas volontairement vers le lion, elle changeait simplement de position, comme on le fait naturellement pour cadrer une image. Mais ce mouvement la plaça entre une lionne qui se nourrissait et la carcasse qu'elle était en train de consommer. L'animal réagit dans la même seconde. Le groupe s'était avancé bien à l'intérieur de la marge de sécurité que la position initiale des guides devait préserver. À cette distance, la lionne était déjà lancée avant même que les témoins puissent comprendre que son mouvement était une charge. Le premier choc renversa Claire. La lionne enchaîna immédiatement par une morsure dirigée vers le cou et le haut de l'épaule. C'est la prise que l'espèce utilise pour maintenir et immobiliser une proie. Les guides intervinrent presque aussitôt. Cela ne fut pas assez rapide. Claire avait déjà subi des blessures mortelles avant qu'une réponse d'urgence puisse interrompre la séquence. Rien dans le comportement de la lionne ne sortait de ce que les guides avaient annoncé avant l'approche. Le 3 novembre 2019, la Zambie entrait dans les premières semaines de sa saison des pluies. L'air était chaud, chargé d'une tension électrique typique de la période précédant l'installation complète des précipitations. Le fleuve coulait vite et haut. Les premières pluies importantes de la saison avaient rendu les berges sombres et meubles. Au début du mois de novembre, les nuits de cette région s'accompagnent d'une obscurité totale. Il ne s'agit pas de la pénombre partielle d'un endroit où subsiste, au loin, une source de lumière ambiante. C'est une obscurité complète et proche, celle d'un territoire sans éclairage artificiel sur de nombreux kilomètres dans toutes les directions. Daniel Piri avait 60 ans. Cadre dans l'industrie minière, il évaluait la qualité d'une expérience selon son degré d'exclusivité et sa capacité à offrir quelque chose d'impossible à reproduire par des moyens ordinaires. Il avait loué l'intégralité d'un camp installé au bord du fleuve. Cette petite structure privée accueillait normalement un nombre limité de visiteurs, toujours sous la supervision de guides. Daniel avait invité 4 compagnons fortunés. Il organisa ensuite une excursion animalière privée de nuit le long du fleuve. Les guides du camp expliquèrent clairement que les rencontres nocturnes avec les hippopotames présentaient des risques fondamentalement différents de ceux des excursions organisées pendant la journée. Cet avertissement ne changea pas le programme. Il faut prendre un instant pour mesurer ce paradoxe. Ce qui donnait de la valeur à l'excursion aux yeux de Daniel, son exclusivité, son horaire nocturne et son éloignement des pratiques autorisées dans les conditions habituelles, était précisément ce qui la rendait extrêmement dangereuse. Je ne dis pas cela pour porter un jugement inutilement sévère. Le raisonnement qui avait produit cette décision se retrouve chaque année dans des centaines d'autres choix faits dans des lieux comparables. Simplement, ils ne se terminent pas tous de la même manière. L'hippopotame est le 3e plus grand animal terrestre du monde. Les mâles adultes pèsent généralement entre 1500 et 1800 kg. Leur longueur varie approximativement entre 3,40 m et 5,20 m. Ce sont des herbivores, pas des prédateurs. Ils figurent pourtant parmi les grands mammifères les plus agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire en Afrique. Leur charge est d'une rapidité explosive. Sur une courte distance, ils peuvent atteindre environ 30 km/h. C'est largement plus rapide qu'un humain courant sur un terrain dégagé. Et c'est incomparablement plus rapide qu'une personne tentant de fuir sur un chemin étroit, irrégulier, au bord d'un fleuve et dans l'obscurité complète. La nuit, les hippopotames sortent de l'eau pour aller brouter sur la terre ferme.
Pendant l'excursion, Daniel s'engagea sur un sentier étroit qui longeait la rive. Il voulait photographier un hippopotame partiellement immergé dans le fleuve, devant le groupe. Son attention, comme celle de ses compagnons, était entièrement fixée sur l'animal visible dans l'eau. Un second hippopotame se trouvait déjà sur la terre ferme. Il suivait le chemin sur lequel le groupe s'était arrêté. Et il arrivait derrière eux. Dans l'obscurité, personne ne détecta sa présence avant qu'il n'ait presque entièrement franchi la distance qui les séparait. Lorsque les membres du groupe comprirent enfin que quelque chose approchait dans leur dos, il ne restait déjà plus assez d'espace pour réagir. L'hippopotame percuta Daniel par derrière, avec tout l'élan d'un animal qui ne ralentit pas avant le contact. À lui seul, ce premier choc, infligé sans avertissement par une telle masse lancée à cette vitesse, provoquait un traumatisme catastrophique, avant même que la trajectoire de l'animal ne l'emporte au-delà de sa victime. L'hippopotame ne s'arrêta pas. Il ne poursuivit pas les autres membres du groupe. Il avait rencontré un obstacle sur le chemin qu'il empruntait. Il l'écarta, puis continua vers sa zone de pâturage. C'est ainsi que les hippopotames réagissent. De son point de vue, la menace avait disparu dès que l'obstacle n'occupait plus le passage. Les 4 survivants se dispersèrent immédiatement. Leur réaction fut instinctive, désordonnée et sans coordination. Chacun partit dans une direction différente, à travers un terrain qu'aucun d'eux ne pouvait voir. 2 personnes s'enfoncèrent dans les broussailles en s'éloignant du fleuve. Une autre trébucha vers la berge et entra dans l'eau peu profonde. Un guide parvint à la ramener avant qu'elle ne s'éloigne davantage. La dernière resta assez près des guides pour être dirigée vers le camp. Ce que les 4 survivants affrontèrent ensuite ne fut pas une nouvelle attaque. Ce fut le résultat d'une désorientation totale au cœur d'une obscurité absolue. Certains subirent des blessures légères en tombant sur le sol irrégulier. L'un des invités dut être soigné après son exposition à l'eau froide. Tous les 4 restèrent profondément bouleversés, d'une manière qu'un simple vol de retour ne pouvait pas effacer. Daniel fut la seule personne tuée. L'enquête conclut que l'organisation d'une sortie nocturne dans un environnement où l'activité des hippopotames était connue et prévisible avait créé exactement les conditions nécessaires à l'accident. L'hippopotame avait emprunté un chemin qu'il suivait régulièrement. Son comportement, cette nuit-là, n'avait rien d'inhabituel. L'élément inhabituel était ce groupe de personnes immobiles sur son passage, en pleine obscurité, conduit à cet endroit par le même raisonnement qui avait rendu l'expérience assez exceptionnelle pour justifier son prix.